Salut Myriam. Salut Franck, Ça fait plaisir de te voir, même si c'est que virtuellement, c'est déjà. réciproque. Je suis ravie d'être là, merci de me recevoir. Et je voulais alors te recevoir. Ouais, je voulais qu'on se parle tous les deux parce que j'ai envie de te parler de plein de choses. Euh, et aussi, en fait, c'est marrant. J'ai envie de te parler de plein de choses et je me suis rendu compte en lisant ton livre, du coup, que je vais montrer là, comme ça. Attends, hop, celui-là. Donc, CJ l'humanité, que tu as publié il y a combien? Il y a quelques mois maintenant? Je crois qu'il est Il est sorti, c'est sorti le ça? 21 février, ça Ok. fait un mois et demi, Ouais. presque 2 mois. Et Non, ça donc fait aux 2 éditions mois, non, Crit, ça fait 2 mois, ça ça fait fait deux deux mois, mois, ça ouais. s'est passé Ouais, vite, ouais. ouais. Ça fait déjà 2 mois en fait, ouais. Mm. Aux éditions critiques, du coup, je me suis rendu compte que tout ce dont je voulais te parler, c'était dans le livre, en fait. Tu vois. Les médias, le génocide, comment, en tant que journaliste, mais journaliste anticolonial, tu vois, tu Ouais. vivais ce moment-là, et comment ça te touchait, toi, en tant que personne et être humain. Et donc, je voulais commencer, en fait, par le début. Tu l'expliques un peu dans ton livre, mais tu as commencé à écrire ce livre sans savoir que ça allait être un livre. On est d'accord? C'était une forme de journal au début. En fait, non, oui, je savais absolument pas que ça allait devenir un livre. En fait, à partir du 7 octobre 2023, je suis chaque jour en continu ce qui se passe à Gaza et je poste tout sur les réseaux sociaux. C'était ça, en fait, sur X, sur Twitter. Je publie des informations à la chaîne toute la journée. Et je participe un peu de l'information en France en faisant ça et en me rendant aussi à l'Élysée au Quai d'Orsay chaque semaine pendant des mois. Et voilà, je poste les échanges aussi avec, ou je poste ou je relaye les échanges de, de, des questions-réponses avec les porte-paroles du gouvernement. Et tout ça, ça a fait de la matière un peu de base que j'ai reprise pour écrire le livre parce que je me suis dit, quand on m'a proposé, quand l'éditeur des éditions critiques m'a proposé d'écrire le livre, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter, moi, à cette histoire sur la Palestine. Des livres sur la Palestine, il y en a eu beaucoup, mais sur ce génocide en particulier, eh bien, c'est de revenir sur cette année épouvantable qu'on a vécue et, et de retracer cette année à travers les informations les plus marquantes, disons, pas les plus importantes, parce que des informations importantes, il y en a eu tous les jours, 10 fois par jour, et, mais disons les plus marquantes. J'étais partie sur l'idée d'un journal tous les jours. Et j'ai commencé à écrire ça, et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, c'est illisible, personne ne va lire ça. Et comme m'a dit l'éditeur, t'écris pas un dossier pour la Cour internationale de justice, t'écris un livre, donc retracer vraiment, genre 7 octobre, 8 octobre, 9 octobre, 10 octobre. Au début, j'étais vraiment partie là-dessus, parce que je voulais consigner, je voulais que rien ne soit oublié de ce qui s'est passé. Et je pense avoir quand même réussi à le faire, mais en faisant un journal par mois, octobre, novembre, décembre, janvier, donc de octobre à octobre, de octobre 2023 à octobre 2024, c'est les chapitres du livre, même si ça s'étend un peu jusqu'à janvier, à la veille de l'impression du livre, et c'était le jour de l'annonce du cessez-le-feu qui a duré 2 mois, et, euh, et enfin du quasi cessez-le-feu, parce que comme tu sais, ça s'est jamais vraiment arrêté, mais au moins il n'y avait pas les bombardements de masse, etc. Et donc c'était ça. Et je prends donc les événements les plus marquants qui se passent à Gaza ou dans le monde autour de ce qui se passe à Gaza, et je les inscris dans une analyse, soit une analyse de critique des médias, une analyse de critique géopolitique, politique, ou dans une perspective historique ou juridique. Par exemple, les premiers mois, au mois d'octobre, ce qu'on n'a pas arrêté d'entendre, c'était Israël a le droit de se défendre. Et par exemple, je note tous ceux qui ont dit ça et j'explique qu'est-ce que c'est. Israël a le droit de se défendre, c'est basé sur quoi? C'est que dit le droit international là-dessus? Est-ce que c'est vrai? Voilà, c'est ça. Et donc, par exemple, sur Israël a le droit de se défendre, juste pour développer, on a beaucoup entendu cette phrase pour donner un blanc-seing, en fait. C'est ça que j'explique. Euh, à Israël, on savait qu'il avait annoncé le génocide dès le premier jour, pratiquement, le 9 octobre 2023, Yoav Galan qui annonce le siège total de Gaza après 16 ans de blocus. Euh, voilà, c'est l'annonce du génocide et les puissances occidentales qui disent Israël a le droit de se défendre et c'est tout, point à la ligne. D'ailleurs, Macron va là-bas et dit Israël a le droit de se défendre, c'est une cause juste, point final.
Donc allez-y, faites ce que vous voulez aux Palestiniens. Et donc c'est basé sur quoi? C'est basé sur rien. Il n'y a rien dans le droit international qui dit qu'Israël a le droit de se défendre euh, d'une menace émanant d'un territoire qu'Israël occupe. Ça, c'est Francesca Albanese, rapporteur spécial des Nations Unies sur les territoires palestiniens, qui le dit. C'est basé sur rien, c'est écrit nulle part dans le droit international. Euh, à la rigueur, il y a un texte d'une juriste que je cite qui dit Israël a le droit de se défendre le 7 octobre sur son territoire quand ils sont attaqués ce jour-là sur leur territoire. Ça s'arrête là. Pas une bombe n'aurait dû tomber sur Gaza. Enfin, il n'y a aucune bombe qui est tombée sur Gaza qui correspond à une quelconque légalité. Pas une personne qui a été assassinée à Gaza ne correspond à aucune légalité. C'est faux. Par contre, les Palestiniens ont le droit de se défendre, et ça, c'est dit nulle part. Les Palestiniens ont le droit de se défendre, c'est la résolution 3743 de l'Assemblée générale des Nations unies de 1982 qui dit que les Palestiniens ont le droit à la résistance sous toutes ses formes, y compris armée, parce qu'ils subissent une occupation et une colonisation. Voilà, c'est remettre la tête à l'endroit sur un certain nombre de phrases toutes faites, d'éléments de langage qu'on nous a sortis en masse et en boucle sur nos médias et voilà, parmi nos politiques, et qui avaient l'apparence d'une évidence, et qu'on était obligé soit d'accepter, soit de reproduire pour être entendu. Et si vous disiez autre chose, ben, vous étiez présenté comme quelqu'un de, de soutien du terrorisme ou, euh, ou voilà, qui est voilà, antisémite au pire. Voilà. C'est ça, donc mon livre Ouais. reprend ça, reprend ces éléments de langage ou tout ce qui nous a été dit et remet la tête à l'endroit par rapport à ça, et en tout cas la tête à l'endroit selon ma conception Ouais. anticolonialiste du monde, qui est, je pense, la conception majoritaire des êtres humains sur cette planète. Et en fait, rappeler que ceux qu'on a entendus le plus sont une minorité de militants colonialistes, suprémacistes. Et voilà, c'est ça. Ouais, je reviendrai à cette vision et ce point de départ anticolonialiste parce que c'est super important. Mais je voulais te demander aussi à quel point il avait été, t'as dit le mot là il y a 5 minutes, à quel point il avait été important pour toi avant même de savoir que ça allait être un livre ou quoi, tu parlais de consigner et presque d'archiver, non, de faire une archive de ce moment. Je sais que moi, quelque part, par mes entretiens YouTube, c'est ça aussi. C'est Oui, un truc de lutter contre l'oubli. Et donc voilà à quel point c'était important pour toi de vraiment consigner ce moment en fait. oui, Et oui, tu l'as pourquoi fait c'était d'ailleurs, important. tu l'as fait dans tous tes entretiens. Moi, j'en ai vu beaucoup et c'est très important ce que tu as fait. Ça laissera une trace et c'est très important. Et peut-être que tu pourrais faire un livre toi aussi de tous ces entretiens parce que c'est vraiment très riche. J'ai vu Gabor Maté, les acteurs, Blanche Gardin, Maud Wieler, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses que tu as faites qui pourraient être vraiment consignées dans des témoignages vraiment très intéressants, des entretiens que tu as fait. Donc, je te félicite au passage. Et oui, moi, c'était ça. C'est parce que c'est le premier génocide documenté en direct, en haute définition. Et comme dit Francesca Albanese, elle a eu cette phrase au moment du massacre de Nusayrat en juin, un des pires massacres qu'il y a eu, soi-disant pour libérer des otages. Elle avait dit c'est un des massacres les plus épouvantables et les plus pervers dans le génocide, dans un des génocides les mieux documentés et les plus outrageusement vantés de l'histoire. C'est-à-dire que non seulement c'est la première fois qu'on assiste à un génocide en direct, et en plus, il a été défendu de manière éhontée et vanté comme de la légitime défense, comme une guerre réparatrice, comme quelque chose d'inéluctable. La fin justifie les moyens. Voilà. Et tout ça, bien sûr, toujours, je saute peut-être des étapes dans l'entretien, mais je suis en train de lire le livre d'Enzo Traverso, Gaza à travers l'histoire, et il dit sous-traiter la culpabilité européenne aux frais des Palestiniens. Et ça, je trouve que ça résume tellement la manière dont a été vanté ce génocide et défendu de manière outrageuse et éhontée. Et je suis sûre que ça aura des conséquences dans l'histoire. Mais pour nous, en tout cas, pour les gens qui connaissent la cause palestinienne telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire une cause anticoloniale, il était extrêmement important quand on connaît l'habitude du mensonge autour de cette histoire, de la déformation de l'histoire, du renversement de l'histoire,
de la morale, de consigner tout ça, que rien ne disparaisse. Bon, après, je doute que quoi que ce soit disparaisse à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, donc rien ne va disparaître, mais c'était important aussi de mettre tout ça dans un objet où les gens pourront aller retrouver, je l'espère, c'était mon but en tout cas, tout ce qui s'est passé de marquant et de choquant à Gaza et autour de Gaza pendant cette année épouvantable. Donc oui, alors je ne suis pas du tout historienne, mais c'est un peu de l'histoire en direct en fait. Et Ouais, c'était ouais. consigner tout ça pour, j'espère, les historiens du futur, en toute humilité, mais simplement, voilà, le travail qui n'a pas été fait correctement par les médias dominants, ben voilà, on essaye de le faire, toi à ton échelle, moi à mon échelle, et d'autres à leur échelle. Et bon, bien sûr, il y a des médias alternatifs qui font du très très bon travail, évidemment, et heureusement qu'ils sont là. Mais voilà, c'est de la lutte contre les médias dominants. Et voilà, comme dit quelqu'un qui m'est cher, qui aide les dominants à dominer. Et donc c'est ça. Et nous, on lutte contre ça, contre cette information qui met la tête à l'envers et qui est immorale, Ouais. profondément immorale, et avec un visage en plus de moralité. Et donc c'est très compliqué de lutter contre ces gens parce qu'ils utilisent notre argumentaire pour le retourner contre nous. Et c'est ça qui est terrible dans cette situation. Je vois dans l'argumentaire pro-israélien, l'argumentaire sioniste, tout ce qu'ils peuvent utiliser, inverser. D'ailleurs, on dit souvent, les gens qui connaissent bien la cause palestinienne, toute accusation israélienne est un aveu. Donc en général, c'est toujours inverser la morale, inverser les faits. Et limite, il faut partir de ce postulat quand tu écoutes les pro-israéliens sur la question palestinienne. C'est un peu un réflexe qu'il faut avoir après, toujours en recoupant les informations, toujours en vérifiant, voilà, ne pas non plus tomber dans des travers. Donc voilà, moi je pense avoir triple checké toutes les informations qui sont dans mon livre, et c'est des faits en fait, beaucoup de faits. Ouais, ouais. Mais du coup, je voulais t'en parler de ça aussi d'un point de vue du journaliste ou de la journaliste. Tu parlais de cette inversion de la réalité qu'on vit là vraiment depuis le 8 octobre de manière éclatante en fait. Moi, quand je lisais le début du livre, du coup, où tu parles du moment où tu as t'as appris ce qui se passait le 7 octobre, c'est marrant parce que je crois qu'on a été beaucoup en fait, qui baignent un peu dans la Palestine depuis des années. J'ai eu la même réaction que toi. Ça veut dire que quand j'ai appris la nouvelle par une brève un peu sur Al Jazeera, alors que j'étais supposé être en week-end en fait tranquille où je regardais pas les news, j'ai regardé ça. Je crois que la brève c'était un peu le Hamas déclare la guerre à Israël et je disais mais n'importe quoi, c'est du fake news. Tu vois, j'y croyais à moitié pas. Au fur et à mesure de la journée, j'ai pris conscience, enfin plus ou moins, de ce qui se passait. Mais ce qui m'a frappé directement, parce que très vite, la propagande israélienne s'est mise en route, fois 1000, hein. Les 40 bébés égorgés, les bébés étendus comme sur des épingles à linge, les femmes éventrées et brûlées. Très vite, et rien que de le dire, j'ai à nouveau des frissons, parce que quand j'ai compris comment la propagande se mettait en marche, que j'ai vu les aberrations, moi, dès le début, j'ai dit à tout le monde, c'est faux. Je vous jure, vous attendez un mois, une semaine, les bébés égorgés, c'est faux. C'est juste faux, mais je sais ce que ça veut dire. Et je sais que ça prépare à un massacre d'une ampleur dont on n'a jamais vu avant. Et c'est ça qui m'a vraiment paralysé. Je me suis dit, punaise, ils vont faire un massacre à Gaza parce qu'on, tu vois, dans ton livre, c'est un peu la même chose que tu racontes, quoi. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on constate depuis toujours chez les Israéliens, a toujours amplifié dès qu'il y a des morts de leur côté. Alors oui, le massacre du 7 octobre, il y a beaucoup de choses suffisamment horribles pour s'en indigner. Il y a pas de discussion là-dessus. Voilà, kidnapper des enfants, etc. Euh, Massacre aveugle, bon. Mais d'abord, il n'y a pas eu d'enquête sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Israël refuse toute forme d'enquête. D'ailleurs, ça a été même voté à la Knesset tant que le génocide n'est pas fini, ce qu'ils appellent eux guerre. Tant que la guerre n'est pas finie à Gaza, pas d'enquête sur le 7 octobre. Donc ça en dit long quand même sur Ouais. les... Et juste un truc, Sur, et désolé, oui. désolé de te couper. Oui. Non, super important de mentionner qu'Israël a toujours refusé, jusqu'à aujourd'hui, une enquête indépendante sur le 7 octobre. Le Hamas, très rapidement, a dit qu'ils étaient ouverts
à faire une enquête, eux, sur le 7 octobre, y compris sur leurs exactions, en fait. Ça a été très vite aussi dit du côté Oui, du oui, voilà, Hamas, bah, ce etc. genre d'informations, on les a pas vues, par exemple. On les voit pas, en fait. Bon, ce que dit le Hamas, c'est immédiatement décrédibilisé comme étant ce que dit le Hamas, donc c'est mort. Et puis ce que dit Israël, par contre, c'est repris tel quel dans le narratif médiatique. Et donc là, bien sûr que dans le futur, on va découvrir des informations auxquelles même nous, on s'attend pas, je pense, par rapport au 7 octobre. Maintenant, il y a des faits, il y a des choses qu'on a vues, bon, c'était horrible, mais pourquoi en rajouter? Pourquoi immédiatement parler de 40 bébés décapités, parler d'une femme enceinte éventrée? Ça concerne toujours les femmes et les enfants, hein, pour émouvoir euh, un bébé dans le four, enfin bon. Ça concerne toujours des bébés. Bon, à la fin, il y a deux bébés qui sont morts le 7 octobre. Un qui a été tué à travers une porte, qui a pris une balle à travers une porte, donc c'est pas quelque chose qui a été tiré à bout portant, et un dans le ventre de sa mère, mort-né, quoi. Et c'était un bédouin palestinien de 48. Et, euh, et c'est tout. Et donc c'était ça la vérité. Pourquoi en rajouter des tonnes et des tonnes et des mensonges comme ça pourquoi? Dans quel objectif? Qui fait ça? Personne ne fait ça en fait. Qui fait ça enfin, je veux dire qu'il y a eu des attentats en France, est-ce qu'on en a rajouté pour dire, voilà... Non, on ne fait pas ça en fait. On informe sur la réalité. Les Israéliens, il faut toujours qu'ils en rajoutent parce que leur objectif n'est absolument pas de pleurer leur mort ou de réellement euh, se- avoir la compassion réelle pour les vraies victimes de ce jour-là. C'est pas ça le but. Le but est de prendre la Palestine depuis le début. Donc en fait, peu importe. Ils sont capables d'ailleurs de sacrifier leurs otages. On le voit encore jusqu'à aujourd'hui, à quel point ils ont. Encore hier, Smotrich disait alors là, récupérer les otages, c'est vraiment pas une priorité. Netanyahou, on l'a vu dans ses actions, que récupérer les otages n'est pas sa priorité. D'ailleurs, bon, bah, ils sont au bord de la guerre civile là, en Israël. La situation est très tendue entre les familles d'otages et leur soutien et les fous furieux qui sont au gouvernement. Mais donc le but n'est pas de réellement protéger la population israélienne ou de pleurer ses morts, c'est juste aux yeux de la communauté internationale, justifier le massacre des Palestiniens, la déportation des Palestiniens et tout ce qui peut être fait aux Palestiniens. Donc il faut absolument montrer le visage le plus barbare possible de l'ennemi pour justifier tout ce qui peut lui être fait. Voilà, regardez, c'est sauvage. Et d'ailleurs, ça fonctionne, ça a fonctionné. C'est ça que nous avons vu dans nos médias. Et la façon dont les médias ont traité les souffrances israéliennes et les souffrances palestiniennes, c'est vraiment la fabrique du consentement de Herman et Chomsky. Il y a des victimes dignes d'intérêt, des victimes indignes d'intérêt. Donc les victimes dignes d'intérêt, c'est les Israéliens. On a vu en long, en large et en travers toutes leurs souffrances, les souffrances de leur famille, des portraits en veux-tu, en voilà dans tous les sens. Et les Palestiniens sont présentés comme une masse indifférenciée, sauvage, voilà, qui n'est pas digne d'intérêt. Et voilà, c'est un peuple voilà, présenté comme soutenant ces crimes abominables sur des bébés, etc. Et comme cette information a beaucoup circulé, le commun des spectateurs qui n'a pas tout suivi, a encore cette idée des 40 bébés. D'ailleurs, cette info, elle est toujours en ligne hein, sur les sites israéliens, sur le Jérusalem Post. Elle est toujours en ligne, elle n'a jamais été supprimée. 40 bébés Jérusalem Post, enfin, je n'ai pas vérifié ces derniers jours, mais récemment, j'ai vérifié. Jusqu'à très récemment, dans le Jérusalem Post, nous avons vu de nos yeux les photos des 40 bébés décapités. Elle est toujours là, des commentateurs français qui ont relayé ça, etc. Et ça reste, en fait. Ça reste. Parce que toi et moi, on est vigilants, on suit, on connaît, on sait comment ils fonctionnent. Mais c'est pas le cas du commun des spectateurs de cette horreur, en fait. Et, euh, et oui, et donc moi aussi, bien sûr, j'ai eu le même réflexe que toi. Euh, alors, on espérait que justement, avec le nombre d'otages qui avaient été pris, moi j'espérais quand même qu'il n'y ait pas ce qui s'est passé. C'était un peu le seul espoir. Et bah non, ils s'en foutent des otages. Là, ils nous ont confirmé qu'ils n'ont aucune limite pour prendre toute la Palestine. Parce que leur but n'est pas du tout le bien-être de leur population ou quoi, c'est l'expansionnisme sioniste sans limite, sans aucune limite et à n'importe quel prix. La fin justifie les moyens. Et les moyens au prix du sacrifice de tout le monde, en fait. Alors, ne parlons même pas du peuple palestinien, mais ils sacrifient leurs propres citoyens sans aucune
honte. Mm. Je voulais te parler de quelque chose qui est hyper important et tu m'as vraiment donné la question là amené la question sur un plateau. Tu as parlé de la fabrique du consentement. Je voulais te parler, moi, du rôle des médias. Du coup, on peut se focaliser sur les médias francophones, hein. Quelle, euh, Quelle importance ont eu les médias? Et quand je dis les médias, c'est les médias dominants. Par les médias dominants, je veux dire les grosses radios, les France Info, les France Inter, les France Culture, TF1, BFM TV, ces choses-là. Je dis ces choses-là parce que je ne sais pas si on peut considérer ça comme des médias ou de l'information à notre époque. Mais quel rôle ont eu ces médias-là, à ton avis, dans la fabrique du consentement? Et du coup, quelle est leur complicité dans ce génocide Ouais, qui est moi toujours j'aime en bien. cours? Ouais, moi j'aime bien la formule de d'Alain Grèche et de Sarah Guerra dans un article. Ils l'ont titré l'escorte médiatique du génocide. Je trouve C'est parfait, que clairement. voilà, ça Non, mais résume. c'est tout à fait ça, quoi. C'est tellement ça en fait. C'est l'escorte. Ils l'ont escorté, ils l'ont couvert aussi. Moi j'aime bien dire qu'ils l'ont couvert, mais pas au sens journalistique, au sens de couvrir quelque chose, euh, de protéger un crime, de le couvrir, et de le justifier. Ils ont passé leur temps, en tout cas vraiment dans les premiers mois, et moi sur tout le long de mon livre, quand je suivais, par exemple, rien que la simple présence d'Olivier Rafovitz, porte-parole francophone de l'armée israélienne, sur tous les plateaux télé, tous les jours, sans contradiction, à dire des phrases incroyablement violentes, racistes, suprémacistes, à l'antenne de médias comme ça, aussi importants en termes de visibilité, comme LCI, BFM, etc., par exemple, je ne sais pas si tu avais noté, mais Rafovitz a dit, pendant les premiers jours du génocide, les Arabes ne comprennent que la force, on va leur parler le langage qu'ils comprennent. Et il n'y a personne sur le plateau qui réagit à ça. Une phrase aussi violente, imagine la violence, non seulement reçue par les Palestiniens qui entendent ça, mais par nous tous qui sommes issus des anciennes colonies. Et c'est d'une violence inouïe, ça rappelle, c'est un cauchemar en fait qui se réveille, et on peut dire ça en France aujourd'hui sans qu'il y ait personne qui contredise ça. C'est-à-dire que nous, on reçoit ça, moi je reçois ça comme une énorme gifle dans la figure. Et ça, je pense que on sera, on va pas être nombreux à oublier, enfin, il n'y aura pas beaucoup de monde pour oublier ce genre de choses. Moi, je l'oublierai jamais, en tout cas, d'avoir entendu cette phrase-là passer crème, comme on dit, sur un grand média, j'oublierai jamais ça. Et avoir ce kéké là de l'armée israélienne, qui est finalement, je vois pas comment on peut se laisser intimider par un petit kéké comme ça, je veux dire, n'importe qui aurait pu lui. Voilà, il y a des journalistes qui ont essayé, il y en a deux, moi j'ai noté deux, c'est Florence O'Kelly sur LCI et, euh, et Mohamed Kassi sur TV5 Monde qui lui ont porté la contradiction et qui tout de suite se heurtent à comment osez-vous, Israël est une démocratie, et qui commence à crier. Bon, Mohamed Kassi l'a recadré, lui a dit bon, merci Olivier Rafovitz, à la prochaine. Et ben, il a failli se faire virer pour ça. Voilà, Ouais, ouais. il y a une pression après de la chefferie en fait de ces médias, parce que il faut savoir que là, on a fait une mobilisation la semaine dernière. Tu as dû en entendre parler de journalistes, et à ma grande surprise, toutes les sociétés de rédaction ont signé. C'est-à-dire qu'on a manifesté, moi j'ai halluciné de devoir manifester, enfin de devoir manifester avec des gens de BFM, de LCI, du Point. Il y avait des gens du Point qui étaient là à la manif. Donc en fait, dans tous ces gros médias dégueulasses, il y a toujours des journalistes qui essayent, qui souffrent, qui essayent de faire des choses. Donc voilà, attention aussi à pas voilà, tout jeter en bloc. Bien sûr que la chefferie et que ceux qui financent ces médias-là, que ça soit privé ou public d'ailleurs, euh, le gouvernement ou les puissances, les milliardaires qui tiennent ces médias. Mais à l'intérieur, il y a toujours des journalistes qui sont outrés et qui essayent de faire quelque chose. Même à BFM, il y a eu un très bon documentaire d'ailleurs sur l'expérience de Rami Abou Jammous, journaliste palestinien et tout. Il y a eu des choses bien. Mais globalement, comme tu as dit, bon, catastrophe, naufrage médiatique, et j'espère qu'on organisera un tribunal médiatique pour l'autocritique et pour la critique des médias, parce que voilà, le plus jamais ça, il a été oublié dès que ça a concerné les Arabes, quoi, les Palestiniens. C'est le plus jamais ça, si, si, toujours ça, et encore plus ça, en fait. C'est pas plus jamais ça, c'est comment on va faire pour non seulement soit ne rien dire, mais
au contraire, comment on va défendre ça? Donc tous les stratagèmes ont été utilisés, et au premier rang desquels, bien sûr, l'instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme, qui est le grand credo de la défense, voilà, le grand argument de défense de tout ce que peut faire Israël. Voilà. Et voilà, je ne sais pas si j'ai répondu Ouais. totalement. Non, non, Voilà, si, si. le rôle des médias, j'espère vraiment qu'il y aura, il faut un tribunal et une remise en question profonde. Après, j'en doute, hein. J'ai beaucoup de désillusions avec ce génocide. On n'aurait jamais cru, je pense, même toi et moi qui suivons ce conflit depuis si longtemps, voir quelque chose de si violent, de si barbare, de si pervers. Les adjectifs manquent en fait pour qualifier ce à quoi on a assisté, et avoir vu ça être défendu par nos contemporains qui, en plus, avec des arguments de moralité, etc. On est dans une époque très bizarre, très 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 bizarre et très repoussante. Et je suis pas sûre que si on m'avait donné le choix, j'aurais voulu naître à cette époque parce qu'elle est assez effrayante en termes d'inversion des valeurs morales, et ce génocide a été la preuve ultime. Donc je ne sais pas comment on va se relever de manière commune de ça, que ce soit l'humanité tout entière. Ne parlons même pas de la profession de journalisme, parce que voilà. Après, voilà, il y en a aussi qui se sont révélés, les médias alternatifs. Heureusement qu'il y a ça, qu'il y avait voilà, il y a des gens qui résistent, quoi, quand même. Mais les médias dominants, ceux qui font l'opinion, malheureusement, c'est catastrophique. On n'a qu'à voir d'ailleurs la manière dont a été. Pourquoi la France insoumise est diabolisée? La seule raison pour laquelle la France insoumise est diabolisée, c'est parce qu'ils ont fait un communiqué le 7 octobre dans lequel ils inscrivent cette attaque du 7 octobre du Hamas dans le contexte colonial, et en disant voilà, cessez le feu, c'est tout. Depuis, c'est le diable. Ils ont rentré le RN dans l'arc républicain, ils en ont sorti LFI, parce qu'ils sont antisémites. Et alors, il n'y a aucune déclaration, il n'y a rien de la part de la France insoumise qui ressemble de près ou de loin à de l'antisémitisme. Euh, et malgré ça, le fait de répéter, 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 calomnier, 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 il en reste toujours quelque chose. Et aujourd'hui, je te jure, moi, là, avec la tournée du livre, je vais même à la campagne. Et à la campagne, dans des petites villes de France et tout, on me dit non, les filles, c'est antisémite. Ah bon, mais pourquoi? Mais en fait, c'est juste, à force de répéter, ça rentre. Et c'est quand même fou que pour un pays étranger, donc quelque chose qui se passe à l'étranger, une position politique sur quelque chose qui se passe à l'étranger, on soit si... Enfin, c'est-à-dire qu'on sorte un parti qui représente quand même, Mélenchon, c'est 22%, je crois, d'électeurs aux dernières présidentielles. Et voilà, donc un électorat immense, un gros parti de l'arc républicain. Et maintenant, c'est genre, si t'es avec LFI, Mais pourquoi juste à cause d'Israël, en fait? D'ailleurs, il y a l'ancien ambassadeur de... C'est très intéressant ça. J'ai vu une interview de l'ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, qui a viré à l'extrême droite totale, lui, mais il a dit une phrase intéressante, je l'ai vu sur Beurre FM. Il a dit, il y a deux pays, parce que lui, donc, c'est un diplomate, et il dit, au Quai d'Orsay, il y a deux pays dans le monde qui sont considérés par le Quai d'Orsay comme étant de la politique intérieure et la politique extérieure, c'est Israël et l'Algérie. Et c'est hyper intéressant, parce que tu remarqueras que même si ils sont considérés comme politique intérieure et politique étrangère, tu remarqueras quand même qu'il n'y a jamais de prise de distance vis-à-vis d'Israël, qu'il faut absolument protéger par tous les moyens possibles et imaginables. Par contre, l'Algérie, même si c'est aussi considéré comme politique intérieure, parce qu'on est nombreux, les Algériens en France, et parce que l'histoire coloniale, 132 ans d'histoire commune de colonialisme, ça ne les empêche pas de se confronter frontalement au pouvoir algérien, etc. Et ne pas du tout être dans la même approche que vis-à-vis d'Israël, où c'est inconditionnel. Voilà, par rapport à l'Algérie, bon, bah, il y a une politique étrangère, un peu, bon, c'est un peu délicat parce qu'il y a une grosse diaspora, une grosse histoire commune, mais bon, on n'a qu'à voir en ce moment. T'as bien vu, vous avez tous bien vu le shitstorm autour de ce qu'a dit Apathy, qui est quand même d'une banalité. Enfin, je veux dire, pour n'importe qui, n'importe quel historien qui connaît l'histoire de l'Algérie, ce que dit Apathy, c'est la base. Il a rien dit, en fait, le mec. Et ça, le mec, il est sanctionné. Bon, parce qu'il a de la dignité, il a quitté de lui-même RTL. Mais voilà, maintenant, attention, Apathy, ça devient parce que quoi? Parce qu'il a dit qu'il y avait des enfumades et des crimes contre l'humanité commis en Algérie. Non, mais
vraiment, enfin, pour moi, c'est un choc. Tu sais, moi, je rappelle souvent d'où je viens parce qu'il faut se rappeler. Moi, j'ai pas grandi en France avec l'école et la propagande ici. Moi, j'ai grandi en Algérie avec la propagande de là-bas, c'est-à-dire avec pas propagande, mais c'est-à-dire avec le récit national anticolonialiste, tu vois. Et donc, pour moi, en fait, entendre des gens qui en sont encore là, je le dis d'ailleurs à un moment dans le livre, j'ai l'impression de venir du futur. C'est-à-dire, à chaque fois, c'est un nouveau choc. À chaque fois que j'entends des propos empreints de cette impensée coloniale, incroyable. Pour moi, c'est la lune, tu vois. C'est-à-dire, j'ai vraiment pas grandi là-dedans. Donc, à chaque fois, à chaque jour, bon, là, surtout depuis le 7 octobre 2023, c'est 40 fois par jour, des phrases empreintes de l'impensé colonial. Mais pour moi, c'est toujours un choc. C'est toujours très, très, très choquant. C'est-à-dire, c'est comme, voilà. C'est comme, moi, on m'avait dit, plus jamais ça, tu vois, quand je suis née. C'est fini le colonialisme. Voilà, l'Algérie est indépendante. Et c'est fini en fait. Et puis moi, les Français que je connaissais quand j'étais petite, les amis de mes parents, ils étaient tous anticolonialistes. Enfin, pour moi, c'était l'évidence, tu vois. Donc, et il faut savoir que mon point de vue, si je le dis, c'est pas pour parler de moi, c'est parce que je pense qu'il incarne la majorité de l'humanité. Et que ce qu'on voit toute la journée dans nos médias, c'est une minorité du monde. C'est l'Occident avec sa mentalité coloniale. Et attention, quand je dis Occident, c'est en tant que concept géopolitique. Je ne m'extrais pas de cette société. J'habite ici depuis 30 ans. Je suis française aussi aujourd'hui. Et c'est pas voilà, pour m'extraire de la société des gens, parce que moi, les gens que je connais, j'ai pas de problème avec eux. Mais l'Occident en tant que concept géopolitique et incarnation de l'impérialisme occidental, américain et européen et colonial, quoi, c'est une minorité de la population mondiale. Et c'est ça qu'il faut constater. Ouais. Et tout ça, je suis certaine que tout ça, enfin, la roue finira par tourner, c'est pas possible. En fait, c'est ça qui me fait garder un petit peu d'espoir, parce que la situation là à Gaza est cataclysmique. On va peut-être réellement assister au nettoyage ethnique de Gaza total. C'est terrifiant, c'est tétanisant. J'ai pas de mots assez forts pour exprimer ce que je ressens en pensant à cette éventualité où on va vraiment voir 2 millions de personnes quitter Gaza. Il faut se préparer à ça, hein. C'est peut-être ce qui va arriver en fait. Mais je peux pas enlever de ma tête que la roue tournera, qu'il va se passer quelque chose. Parce que le ressentiment que moi, que toi, et que nous sommes des milliards, je pense, à ressentir, ça va se retourner. Forcément, il va se passer quelque chose. Je ne sais pas si ça sera de notre vivant ou du vivant de nos enfants, mais dans pas très longtemps, je pense. Parce que cette colère et ce dégoût qu'on a emmagasiné là depuis 18 mois, forcément, il va donner quelque chose. Je vois pas comment ça peut. On va pas s'écraser, je pense pas. Il va se passer quelque chose en termes de prise de conscience mondiale. D'ailleurs, on la voit dans les campus américains, il y a une forte résistance. Cette jeunesse-là qui arrive et qui aura vu à l'âge de 20 ans ce qu'on voit nous à la quarantaine, je pense qu'ils seront marqués par ça, cette jeunesse-là. Donc ça va se retourner. Et puis encore une fois, moi j'essaie toujours d'avoir un petit point d'optimisme où je dis que quand moi je suis née, non pardon, quand mes parents sont nés à la fin des années 40, il était inimaginable que l'Algérie soit décolonisée. Et quand moi je suis née, elle était décolonisée. Donc il peut se passer des basculements dans l'histoire. Voilà, je suis entre le désespoir et l'espoir en tant qu'Algérienne qui est née dans ce miracle de la décolonisation de l'Algérie et dans cette haute lutte qu'a menée le peuple algérien avec le soutien de peuples du monde et de Cuba. Voilà, je me dis qu'il va se passer peut-être quelque chose. J'essaye toujours d'avoir de l'espoir, mais le tableau est très noir. C'est-à-dire que c'est pas comme en 62 quand l'Algérie est décolonisée, où c'est le moment des décolonisations de partout en fait. Là, on n'est pas dans cette période-là, clairement pas. Et le soutien, il y a personne qui soutient les Palestiniens. Les pays arabes ne soutiennent pas les Palestiniens. Ils font le strict minimum. Hier, j'étais dans une émission avec Karim Emile Bitar, qui est politologue, et qui disait qu'il faut peut-être s'attendre à ce que l'Égypte finisse par céder contre quelques dizaines de milliards et qu'ils ouvrent le Sinaï. Donc c'est très... ça fait peur, vraiment. Ça fait vraiment peur. Ouais, mais merci pour tout ça, même, parce que je crois on est quand même de toute façon dans une situation maintenant là de clarté absolue. Et c'est ça qui me donne espoir aussi. Oui, moi aussi. Tu vois, moi j'ai vu aussi là... Et je le répète à chaque fois, mais les gens qui ne sont pas dans le militantisme, les gens qui font pas de manif ou qui organisent pas de manifestations, etc.,
pour avoir des manifestations de l'ampleur des manifestations qu'il y a eu depuis 18 mois, quasiment toutes les semaines, partout dans le monde, c'est assez phénoménal et ça montre vraiment qu'il y a quand même un énorme nombre de personnes qui se retrouvent sans mots, mais outrées et horrifiées par ce qui se passe. Dans les manifestations, moi j'en ai fait plusieurs à Paris aussi, j'avais jamais vu une telle diversité, une telle créativité, une telle jeunesse, une telle mixité. Et je me dis que clairement, pour moi, et ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que qui me posent la question sur la Palestine, je pense qu'on est là devant clairement un combat qui est de plus en plus antifasciste, antiraciste, et qui n'a rien à voir du coup avec tu vois, qui n'a rien à voir avec est-ce que t'es juif, t'es musulman, t'es français, t'es chinois, t'es chrétien. C'est un combat et on le voit, Israël devient l'alliance internationale des fascistes du monde entier, tu vois, qui soit, tu vois. Donc on est vraiment devant ce mur-là. On a l'exemple américain qui malheureusement est l'exemple pour beaucoup de pays en Europe, genre les Américains, où on peut kidnapper des jeunes étudiants dans la rue pour leur point de vue politique, c'est tout. Il n'y a rien de criminel dans ce qu'ils ont dit ou ce qu'ils ont fait. Ça se passe aussi en Belgique. Là, il y a 2 jours, il y a, et je viens d'oublier son nom, Mohamed Khatib de Samidoun, qui a été à la fin d'une manif, il rentrait chez lui tranquillement, pouf, les flics lui ont sauté dessus et il a été amené au commissariat. Donc on est devant cette criminalisation des gens en fait qui appellent à la paix, en gros. Ce qui est fou, ce qui est effrayant, mais comme tu disais, je pense que ce renversement et cette compréhension que nous, on voit ça d'un point de vue très eurocentré, comme tu dis, la preuve aussi, il y a 147 pays dans le monde qui ont reconnu la Palestine. C'est une minorité qui ne reconnaissent pas la Palestine. Le Hamas comme organisation terroriste, on parle d'une quinzaine de pays qui considèrent Hamas comme, tu vois, c'est vraiment encore une fois une minorité. Et moi, j'ai une petite anecdote, il y a un pote à moi qui était en Algérie et qui faisait de la recherche sur la guerre d'Algérie. Tu vois, je dis guerre d'Algérie. Et donc, il est allé dans une des grandes librairies, bibliothèques d'Alger, et il cherche les trucs guerre d'Algérie et il trouve rien. Et il me dit, je vais voir la bibliothécaire ou je sais pas quoi, là, et je lui dis, elle dit, ah non, vous cherchez révolution algérienne. Tu vois, comme quoi, on a tout, comme nous, on dit la guerre du Vietnam, les Vietnamiens, ils disent pas, ils disent l'invasion américaine. Donc, il y a tout ce truc comme tu disais, et c'est ça ton travail aussi de journaliste, tu vois, anticolonial, comme si on était des robots, quoi, je sais plus comment dire, rebrancher la machine ou régler la machine, quoi, tu vois, et voilà, donc merci, je vais te laisser conclure si tu veux, mais voilà, c'est vraiment un travail super important que tu fais avec d'autres quand même, et c'est un travail qui peut paraître des fois extrêmement fatigant, extrêmement éprouvant, parce qu'on a l'impression que malgré tout, sur le terrain, et c'est vrai, comme tu dis, ça n'avance pas beaucoup, mais en tout cas, c'est un travail. Et je crois aussi que, je sais pas ce que tu en penses, on n'a pas vraiment le choix, de toute façon, en fait. Non, on n'a pas le choix, de parce le faire, on peut pas, on n'est pas nombreux à faire de l'information, voilà, d'un point de vue anticolonialiste, donc il faut le faire, enfin, en tout cas en Occident. Donc il faut le faire et il faut pas lâcher l'affaire, il faut essayer de se préserver aussi, mais voilà. Et pour ajouter à ce que tu disais, donc par rapport au combat, moi je crois qu'il faut aussi, je sais pas si ça sera pour conclure ou si ça va ouvrir un nouveau chapitre, mais je pense qu'il faut nommer les choses. Moi je pense être une des rares journalistes à parler de colonialisme sioniste, du sionisme. Et il faut nommer les choses et pas avoir peur, parce que là ce qui nous pend en nez, c'est la criminalisation de la critique du sionisme. Et ça c'est grave, c'est très grave en fait. Et si les gens ne s'élèvent pas fortement contre ça, je ne sais pas vers où on va, parce que là, on pourra réellement plus rien dire. Si on ne peut pas critiquer le sionisme, qui est un racisme, qui est un suprémacisme, qui a été déclaré comme tel par l'ONU, par une résolution qui avait été votée, puis dévotée, sous la pression des Américains et d'Israël, mais le sionisme est une forme de fascisme. Il faut le nommer. Et le colonialisme sioniste a ses particularités, qui est la particularité du grand remplacement. Là-bas, il est réel. C'est-à-dire, ils veulent remplacer la population palestinienne, la virer et la remplacer. Ça, c'est une réalité. Et le nettoyage ethnique, c'est ça, l'apartheid, c'est ça. Et donc, il faut nommer ça. Et le sionisme, il faut le connaître pour le critiquer férocement, sans complexe. Il n'y a aucun complexe à avoir. Il n'y a aucun amalgame à faire entre le sionisme et l'antisémitisme. Il y a des milliers de juifs qui sont antisionistes. Tu en as reçu pas mal, je pense. Et il faut absolument nommer ces choses-là. Et nommer le sionisme qui est l'adversaire en Palestine.
Parce que, et d'ailleurs, le sionisme, au départ, comme le rappelle, je crois que c'est, c'est Sophie Bessis qui le rappelle, qui dit au départ, c'était très bien vu d'être colonialiste au début, donc à l'époque de Théodore Herzl, fin 19e, début 20e, c'était bien parce que c'était l'époque coloniale, donc c'était très bien. Et il disait, ouais, les sionistes, le projet sioniste se revendiquait du colonialisme. Et il disait, nous serons le phare avancé de la civilisation occidentale au Moyen-Orient. Il le disait clairement. Et puis après, c'est plus devenu à la mode, ils se sont adaptés, les sionistes, ils s'adaptent toujours. Ils se sont adaptés, ils ont changé le discours. Donc c'était plus du colonialisme, maintenant ils veulent plus qu'on dise colonialisme, alors que c'est que ça, leur projet. Ils veulent qu'on dise que c'est l'indépendance d'Israël, ils inversent bien sûr complètement la réalité, encore typiquement. Si tu es antisioniste, tu es antisémite parce qu'ils essayent de nous faire croire que tous les juifs sont sionistes, ce qui est grave. C'est comme si tu disais tous les musulmans sont salafistes ou voilà, c'est grave. Et donc il faut absolument nommer les choses sans complexe et refuser cet amalgame qui est, moi je trouve, antisémite de dire ça. C'est-à-dire que amalgamer, dire que le sionisme. Alors je dis pas qu'il y a parmi les antisionistes, il doit y avoir des antisémites. C'est pas, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais par contre, la critique antisioniste rigoureuse de ce que c'est que l'idéologie sioniste et de sa concrétisation à travers l'existence de l'État d'Israël qui, depuis son début, depuis son premier jour jusqu'au moment où on se parle, n'est que nettoyage ethnique, apartheid, massacre, génocide. Et voilà. Donc c'est ça l'histoire en fait. C'est ça la concrétisation du sionisme. Donc si on ne peut pas critiquer ça, c'est fini la liberté d'expression. Bon, c'est déjà fini, hein. C'est déjà fini. C'est déjà bien, bien entamé. Mais le peu d'espace qui nous reste, que je puisse te dire ce que je suis en train de te dire là maintenant, s'il criminalise l'antisionisme, je ne pourrais plus le dire. Sinon, j'irai en prison. Donc voilà mon message à moi. Je pense qu'il faut pas. C'est plus l'heure d'avoir des timidités ou des peurs. Le peuple palestinien se fait génocider. C'est très grave ce à quoi on est en train d'assister. Ça dépasse tous les mots. Donc je dis grave, mais c'est ce que je ressens il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'on est en train de vivre. Donc maintenant, il faut y aller. Il faut passer la 5e là. C'est pas la 2e, pas la 3e. Il faut passer la 5e vitesse. Et il faut se mobiliser de manière très forte, chacun dans notre coin et ensemble, et être solidaire effectivement de tous les gens qui sont opprimés, qui sont poursuivis pour apologie du terrorisme. Moi, il y a un deuxième article sur apologie du terrorisme qui paraît dans l'Orient 21 que j'ai écrit, dans le milieu académique cette fois, la répression envers des professeurs qui ont juste, un professeur par exemple à Toulouse qui a juste exprimé une émotion par rapport à ce qui se passe à Gaza devant son amphi et qui se retrouve suspendu 4 mois et épinglé par des ministres, les maires, des députés, il prend une pression incroyable, il est sorti de l'anonymat du jour au lendemain. Bon bref, j'invite les gens à lire l'article qui va sortir aujourd'hui ou demain sur Orient 21. La criminalisation du soutien à la Palestine et montre qu'on est dans une époque où voilà, toutes les valeurs morales sont inversées. Ouais, bah merci Myriam. Et puis la criminalisation du soutien à la Palestine, si on la laisse se mettre en place, comme tu disais, ça sera que le début, vers la criminalisation de toute opinion Ouais, qui ne sera pas d'accord avec le pouvoir. C'est ça le on fascisme, est le déjà, totalitarisme. Ouais, on y est déjà ouais, un ouais. peu, hein. On y Mais est c'est déjà pour un ça peu. que je trouve que c'est une belle manière de conclure que il faut se battre, il va Mm, pas falloir baisser les bras et mm. que aujourd'hui rester neutre et rester silencieux, il C'est être faudra complice. l'assumer et Ouais, il faudra l'assumer d'ici quelques années parce que ça bien sûr. va se retourner contre tous ces gens-là, quoi. C'est Merci clair. beaucoup, Myriam, Merci Franck. À bientôt. et à bientôt. Ciao, merci. Salut.